Voilà, et je partage mon écran. Bon, comment on fait ça? Ça doit être ça. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, OK. Alors, le PEPR, donc ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire Programme Équipement Prioritaire de Recherche. Ce sont en fait, des investissements qui sont faits par la France ouais, pour des objets de recherche, enfin pour des sujets de recherche. Donc il y a des PEPR qui vont dans tous les domaines. Et en particulier, il y a un PEPR qui a été décidé par le gouvernement, donc sur financement du plan France 2030, sur les forêts, enfin plus exactement sur les socio-écosystèmes forestiers, donc qui s'appelle Forest, Forêts et changements globaux des socio-écosystèmes en transition. Donc je vais y revenir, dans ce PEPR, il y a un certain nombre de projets ciblés qui sont déjà identifiés, dont un projet ciblé, c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, qui s'appelle le Forest Hub. Donc le nom allongé, c'est Integrative and Education Hub, Think and Do Tank. J'expliquerai un peu pourquoi on a appelé ça un think tank, mais aussi un think tank tourné vers l'action. Donc le PEPR, donc c'est un programme de recherche sur 8 ans avec 50 millions d'euros qui est piloté par INRAE avec un copilotage du CNRS et du CIRAD. Donc vous avez dans ce tableau là un peu la liste des personnes qui ont travaillé sur le développement de ce PEPR. Et donc il y a 4 co-directeurs de ce programme, donc qui sont côté INRAE, Christophe Plomion et Arnaud Sergent, côté CNRS, Jérôme Chave, et côté CIRAD, Pignociste et Daniel Barthélémy. Enfin j'ai dit 4, d'ailleurs ça fait 5. Euh, alors, dans ce programme de recherche, je vais décrire un petit peu rapidement les domaines scientifiques qui sont couverts, enfin les défis scientifiques plutôt. Il va y avoir un certain nombre d'outils qui vont être mobilisés, dont des projets ciblés. Donc des projets qui sont en fait, qui vont pas passer par des appels à projets, qui sont déjà pré-identifiés dans la phase de démarrage du projet. Et donc le Forest Hub est un des 5 projets ciblés qui ont été pré-identifiés. Donc les ambitions scientifiques de ce programme de recherche, c'est de fédérer, structurer et pérenniser une recherche intégrée sur les socio-écosystèmes forestiers. Donc il y a cette vision en fait des forêts en tant que socio-écosystème qui est centrale dans ce programme de recherche. Et ça concerne autant les biomes tempérés que tropicaux. Un enjeu du PEPR, c'est aussi de promouvoir l'interdisciplinarité et aussi des approches multi-acteurs avec différents porteurs d'enjeux, donc y compris la co-construction des sujets de recherche avec ces porteurs d'enjeux. Également, enfin, un des enjeux, c'est de proposer, d'expérimenter des trajectoires innovantes de gestion adaptative, de restauration et de conservation des forêts tempérées et tropicales. Et puis, il y a aussi un enjeu sur la formation, et en particulier la formation supérieure sur la forêt. Donc, je passe assez rapidement. Ces diapositives, en fait, elles sont extraites de la présentation du PEPR qui avait été faite par les directeurs du programme. Et donc, il y a 4 défis scientifiques qui ont été identifiés dans le PEPR. Le premier, en fait, a trait à la dimension un peu sociétale des socio-écosystèmes forestiers, avec une question sous-jacente qui est de voir comment changer les pratiques individuelles et collectives et transformer les modes de gouvernance des activités associées à la forêt. Il y avait un deuxième défi scientifique, plutôt axé sur la bioéconomie, avec une question sous-jacente qui est d'accompagner le développement d'une économie du bois qui soit performante sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Un troisième défi, plutôt centré sur des questions d'adaptation et de risques liés aux changements globaux, à commencer par le changement climatique.
avec une question qui est de favoriser la résilience des forêts en adaptant les pratiques de gestion et en s'appuyant sur des dynamiques évolutives et écologiques. Et puis enfin, il y a un quatrième défi scientifique qui est lié au suivi des forêts. Donc en particulier, avoir des capacités de suivi des dynamiques forestières pour pouvoir anticiper leur trajectoire à différentes échelles, enfin échelle spatiale ou échelle de temps. Alors, ces quatre défis scientifiques qui sont résumés ici ont été, donc vont être alimentés par différents instruments de financement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a, enfin, il y a, disons, deux instruments principaux qui vont être mobilisés. Ça va être d'une part des appels à projets ouverts et d'autre part des projets ciblés. Donc ça, c'est là où vont aller l'essentiel des financements du PEPR, sur ces deux instruments. Après, il y a d'autres instruments qui vont être mobilisés également, des chaires, de la mobilité internationale, etc. Ces autres instruments sur lesquels il y aura moins de financement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, pour ce qui est des projets ciblés, donc, comme je te disais tout à l'heure, il y en a 5 qui sont définis actuellement. Bon, et ces projets ciblés, finalement, ils vont fonctionner comme mis à part le fait qu'ils ne vont pas passer par des appels à projets, sinon ils vont fonctionner comme les autres projets, c'est-à-dire qu'il y aura une contractualisation qui sera faite entre l'ANR et l'établissement porteur du projet ciblé, et un projet qui sera mis en œuvre par un consortium, donc impliquant tout un tas de partenaires scientifiques. Et ce que je n'ai pas dit également, c'est qu'en fait, l'ambition du PEPR, c'est bien aussi d'embarquer le plus largement possible la communauté scientifique française et internationale aussi, sur ces enjeux scientifiques. Donc voilà maintenant les 5 projets ciblés qui ont été préidentifiés. Alors, il y en a 3 qui sont reliés à 3 des 4 défis scientifiques. Donc, il y a en particulier un projet ciblé sur les processus adaptatifs et l'adaptation des stratégies de gestion. Il y a un projet ciblé sur plutôt tout ce qui est multi-risques, donc l'analyse et la gestion des risques multiples dans les socio-écosystèmes forestiers, donc avec derrière toutes les questions d'adaptation au changement climatique, etc. Un troisième projet ciblé sur le suivi, donc pour développer un système intelligent de monitoring écologique des forêts. Donc ça, si vous vous rappelez les 4 défis scientifiques, en fait, le défi scientifique qui n'est pas couvert par ces projets ciblés plutôt thématiques, c'est celui sur la bioéconomie. Et ensuite, on a 2 projets ciblés qui sont plus transversaux. Donc celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est le Think and Do Tank, donc le Forest Hub, et puis un projet ciblé transversal aussi sur les données, donc pour développer le partage et l'intégration des données qui vont être produites par le PEPR. Alors, pour en venir plus spécifiquement, ça bouge plus. Les diapos bougent d'un côté. Là, ça n'a pas bougé pour vous? Non. Ça bouge plus. Il y a toujours un couac à un moment. Voilà. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Donc, pour en venir en même temps, ça fait une petite pause au bon moment parce que voilà, on passe au Forest Hub. Donc, pourquoi ce Forest Hub il est transversal? L'ambition du hub, de ce projet ciblé, c'est bien en fait d'interagir avec tous les autres projets ciblés pour intégrer les résultats de manière pluridisciplinaire, de manière multi-acteur, et en fait pour répondre à des questions qui sont un peu les grandes questions auxquelles souhaite s'attaquer le PEPR. Donc, en fait, ces grandes questions, c'est les grandes questions en fait, qui sous-tendent les chemins de transformation un peu de notre société en lien avec les forêts, donc pour aller vers une société qui soit plus résiliente, plus durable dans le contexte des changements globaux actuels. Donc, pour vous donner quelques exemples de ces grandes questions auxquelles on doit s'attaquer, donc là, j'ai mis 2 exemples. Le premier, c'est des questions en fait qui sortent de la prospective qui a été faite par l'ADEME,
qui s'appelait Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Donc ça, c'est une prospective de l'ADEME, et dans laquelle l'ADEME est arrivé à un certain nombre de questions telles que la sobriété, jusqu'où, ou bien peut-on s'appuyer uniquement sur les puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité, ou bien l'artificialisation, la précarité, la rénovation, une autre économie du bâtiment est-elle possible? Alors j'ai pris ces trois questions-là parce que les trois renvoient quelque part à des questions forestières. La forêt comme puits de carbone, ou bien la forêt comme ressource en bois pour la construction, et puis toute la sobriété qu'on peut avoir autour de l'utilisation des ressources forestières. Et donc, en fait, pour répondre à ces questions, il faut intégrer un certain nombre de connaissances, il faut mobiliser un certain nombre d'acteurs, et donc ça, c'est typiquement des choses que le hub a ambition de faire. Un autre exemple qui figure, que je donne ici, c'est en fait alors cette fois-ci plus au niveau scientifique, sur des débats qui ont eu lieu sur le rôle que les forêts peuvent jouer dans le changement climatique. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, le fait qu'il y a eu, donc c'était en fin d'année dernière, 2 pétitions qui ont été adressées par 2 groupes de scientifiques à la Commission européenne et qui donnaient des avis assez opposés sur le rôle que peuvent jouer les forêts dans le changement climatique. Donc, il y avait une position qui était de dire il faut finalement faire jouer plutôt le rôle de la forêt en tant que stock de carbone sur pied, donc favoriser le stockage de la biomasse sur pied et essayer de limiter l'utilisation des ressources en bois. Et puis un point de vue opposé qui est au contraire de dire que il faut stimuler la forêt en tant que flux de carbone, donc ce qui permettrait en fait d'atténuer le flux qui provient des énergies fossiles. Donc ça veut dire jouer sur les effets de substitution et utiliser davantage de bois en substitution à des sources d'énergie ou à des matériaux qui émettent du CO2. Et donc finalement, ce qu'a révélé ces deux pétitions, c'est que même au niveau scientifique, finalement, euh, on ne s'est pas encore très bien tranché entre ces deux positions qui sont pourtant essentielles pour les chemins de transformation qu'on va emprunter dans les années qui viennent. Donc là aussi, typiquement, sur un point de vue, sur ce débat qui est plus scientifique, il y a également un rôle que le PEPR pourrait jouer et que le Hub pourrait jouer en particulier. Donc le Forest Hub, donc comme je l'ai dit, il va durer sur l'ensemble de la durée du PEPR lui-même. Et son rôle, c'est bien d'intégrer les connaissances qui vont être produites par les autres projets ciblés ou les autres projets du PEPR, de manière à adresser ces grandes questions et essayer de tracer des chemins de transformation pour la société. Il y aura également des interactions fortes entre ce projet ciblé et celui sur l'intégration oui, l'intégration des données, puisque ces analyses qui vont être faites dans le hub vont nécessiter également des données. Alors, le hub, en retour, qu'est-ce qu'il va produire auprès des autres projets? Ça va être des scénarios, ça va être de la communication, ça va être des connaissances, disons, plus transversales et intégrées qui seront transmises aux autres projets. Alors, comment on va s'y prendre pour faire cela? Pour le moment, on a structuré le Forest Hub en 4 work packages, alors qui n'ont pas vocation à être des work packages isolés les uns les autres. On va essayer également, et ça c'est en cours de construction, de définir des actions qui seront communes aux différents work packages. Donc, il y a un premier work package qui va porter sur une analyse prospective, un deuxième sur les Living Labs, un troisième sur les analyses et synthèses, et un quatrième sur la formation. Donc, je vais détailler un petit peu ces 4 work packages. Donc, le premier, donc sur une étude prospective qui va viser en fait à explorer des scénarios pour les transitions, y compris à partir de signaux faibles, donc des signaux qui sont actuellement pas forcément importants, mais qui pourraient s'amplifier dans l'avenir et changer la donne sur les socio-écosystèmes forestiers s'ils venaient à s'amplifier. Et donc des études prospectives qui vont s'appuyer sur des débats, des négociations entre acteurs pour essayer de définir ensemble ces différents scénarios pour le futur.
Donc, les résultats attendus de ce work package, ce seraient des scénarios à moyen et long terme, et peut-être même, d'ailleurs, on en avait discuté lors du précédent webinaire, c'est même à plus court terme, peut-être même à l'horizon 2030, vu la rapidité des changements actuels, il faudrait peut-être aussi inclure un scénario à plus court terme. Ensuite, donc, il y aurait un work package sur les Living Labs, donc qui viserait à, bon, avec un certain nombre de tâches qui sont définies actuellement, mais qui seront à préciser, donc de cartographier les réseaux d'acteurs et les conflits, qui seront de mettre en place des réseaux de dialogue avec les acteurs et des réseaux de projets Living Lab, et puis également des analyses réflexives. Donc là, le résultat attendu de ce work package, ça va être des cartographies des projets, des réseaux, des conflits, des policy briefs, des sujets de recherche pour les appels à projets, des conférences, des colloques, etc. Et également ces réseaux de projets d'innovation. Et puis également un résultat attendu dans ce work package qui est une communication un peu plus large auprès du public. Le troisième work package, donc, il va se centrer sur des analyses et des synthèses. Donc là, en fait, l'objectif de ce work package, ça va être en s'appuyant sur des connaissances, sur les données, sur les résultats disponibles, de traiter de questions et de fournir finalement sur l'état des connaissances, à partir de l'état des connaissances disponibles, des réponses à ces questions. Alors, il y a un certain nombre de méthodes qui peuvent être mobilisées. Et déjà, une première analyse qu'on prévoit, c'est en fait sur le concept même de socio-écosystème forestier. Donc, de faire un peu le tour, d'un point de vue théorique en particulier, de ce qu'il y a derrière ce concept. Donc ça, c'est déjà une première analyse qui sera importante pour le PEPR dans son ensemble, puisque ce concept de socio-écosystème forestier est assez central pour le programme. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de méthodes qui pourront être mises en œuvre. Alors, soit sur le modèle des analyses et synthèses du CESAB, c'est-à-dire avec une production qui est orientée qui est finalement une production scientifique d'assez haut niveau, ou bien plutôt sur le modèle des expertises scientifiques et techniques collectives d'INRAE, où là, le résultat est plutôt tourné vers l'opérationnel, alors peut-être pas en allant jusqu'à des recommandations pour les décideurs, mais au moins, disons, des conclusions qui s'adressent aux politiques publiques et aux preneurs de décision. Ce work package pourrait également réaliser des revues systématiques, également s'appuyer sur des jeux de données existants, mais qui n'ont pas forcément été encore valorisés sous la forme d'analyse et de résultats. Et puis également dans ce work package, une tâche de restitution des résultats à un public plus large. Donc là, les résultats attendus, c'est les analyses et les synthèses elles-mêmes, des ouvrages de synthèse, et également des cartographies des controverses et des conférences internationales. Et enfin, le dernier work package qui est prévu dans ce hub, donc, qui est pour le coup plutôt tourné vers la formation supérieure sur disons, les ingénieurs, les chercheurs forestiers. Donc là, l'idée, c'est en fait, de préparer une nouvelle génération d'ingénieurs et de chercheurs forestiers qui soient en mesure de faire face aux défis scientifiques qui sont identifiés dans le forest, dans le PEPR. Donc là, avec des tâches prévues d'appui à des cursus de formation pour accroître l'interdisciplinarité, également la volonté de développer une communauté interdisciplinaire de doctorants, donc d'organiser des événements qui permettront à des doctorants de se retrouver ensemble et de sortir un petit peu de la vision qu'ils peuvent avoir de leur thèse et de recroiser cette vision avec d'autres doctorants. Également de développer un réseau d'appui de la recherche à l'enseignement, de pérenniser tout ce qui est action de formation qui existe déjà sur le terrain, et puis de développer des plateformes d'enseignement. Donc avec des résultats attendus tels que des doubles diplômes, des programmes Erasmus+, et des échanges internationaux, des labellisations de thèses, des modules de formation dans les Living Labs. Et donc là, en fait, ce sur quoi je n'ai pas trop insisté, c'est qu'en fait, les différentes tâches qui seront faites dans les différents work packages pourront en fait être croisées. C'est-à-dire, par exemple, pour la prospective, il y a des ateliers qui pourront être organisés dans les Living Labs. Et de la même manière, pour les formations, c'est des choses qu'on pourra faire à l'échelle des Living Labs.
donc croiser les différents work packages. Alors, pour conclure, ça va être la dernière diapo, un peu sur où est-ce qu'on en est dans la démarche. Donc, en fait, le Forest Hub, tout comme d'ailleurs les autres projets ciblés du PEPR, pour le moment, il y a une note de préconfiguration, donc une sorte de note conceptuelle qui a été soumise au ministère de la Recherche en même temps que le document de proposition du PEPR Forest. Donc ça, c'était il y a à peu près il y a un mois, je ne sais plus exactement. Et on est actuellement dans la phase, à partir de cette note conceptuelle, de développement du projet pour préciser vraiment le contenu du projet. Donc cette phase de développement du hub, alors là, en fait, le calendrier qui est indiqué est un peu plus serré que ce qui va se réaliser en réalité, puisqu'on, en fait, la phase de développement actuelle où on va préciser le contenu des projets ciblés et ensuite rédiger les documents de projet, ça va plutôt durer jusqu'en septembre-octobre. Donc voilà, on est actuellement dans des phases de... Bah, le webinaire d'aujourd'hui fait partie de cette phase de discussion. Il va être suivi d'un certain nombre d'autres ateliers de travail, donc je pense que vous avez dû recevoir les dates des autres ateliers, alors qui seront thématisés en fonction des work packages du hub. Et puis également, entre les ateliers, on aura certainement aussi des réunions de travail en plus petits groupes pour creuser certains points. Donc voilà, cette phase de discussion, de construction, de rédaction également du document de projet, ça va durer jusqu'en septembre-octobre. Et ensuite, il y aura une phase un peu plus peut-être administrative de contractualisation avec l'ANR pour un lancement des projets ciblés en début d'année prochaine. Donc voilà, je vais arrêter ici la présentation. Et alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est un petit tour de table. Comme on n'est pas très nombreux, je pense qu'on peut le faire. Alors, ce qui me fait me rendre compte déjà, c'est que je me suis pas présenté. Donc je suis Nicolas Picard, en fait, le directeur du JIP Ecofort. Donc le JIP Ecofort qui est un des deux porteurs du projet ciblé donc ce projet ciblé Hub avec AgroParisTech. Donc en fait, on est deux co-coordinateurs. Donc il y a Maya Leroy d'AgroParisTech qui n'a pas pu être là aujourd'hui et donc moi-même. Voilà. Alors pour le tour de table, je vous propose d'aller dans ce sens, dans l'ordre où je vous ai. Ah oui, alors où je vous ai dans mon écran. Alors j'ai d'abord Corinne Beck. Active le son. Vous m'entendez? Oui. J'active la caméra aussi. Peut-être que Comme vous voulez. c'est plus sympathique aussi de se Oui, voir. voilà. Au moins pour le temps du tour de table. Ouais. Voilà. Bon, alors, moi, je suis universitaire. Je suis professeure en histoire de l'environnement. Et je travaille donc dans un temps plus long sur la question forestière, notamment. D'accord. J'ai eu donc un certain nombre de doctorants que j'ai fait travailler sur la dynamique forestière au cours essentiellement des derniers 5-6 siècles. Voilà. D'accord. Par ailleurs, je suis aussi présidente d'un conseil scientifique de PNR, c'est le Parc naturel régional du Morvan, pour lequel la question forestière est absolument fondamentale. Et nous avons parmi les membres du conseil scientifique quelqu'un peut-être que vous connaissez, qui est Jacques Ranger. Oui. Enfin, je le Et connais de nom, hein, mais. Ouais. bon, récemment, nous avons fait tout un rapport sur la question des coupes rases, etc. Moi, je suis intéressée effectivement par le projet que vous présentez, je crois que ce soit la première fois effectivement que j'assiste à un webinaire. Avant, je n'étais pas au courant, mais on ne peut pas non plus être au courant de tout. Comme je viens des sciences sociales et humaines, j'aurais plusieurs questions peut-être
on pourra en discuter, c'est-à-dire que vous avez dans votre papier d'annonce, là, dans votre mail, indiqué que vous étiez très attentif aux sciences sociales et humaines. Oui. Alors, j'aurais aimé savoir un peu, que vous précisiez un petit peu plus cet aspect-là. Et vous avez évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure, excusez-moi, j'ai une voix cassée, mais bon, la question de l'interdisciplinarité. Alors, ça me touche énormément, mais j'aurais voulu savoir aussi à quel niveau d'interdisciplinarité vous concevez le projet. Est-ce que c'est une interdisciplinarité Ah, forte, vraiment avec les sciences sociales et humaines? on vous Auquel entend cas, plus. il faut partager un certain nombre de concepts et un certain nombre d'outils aussi qui... Ah, vous m'entendez plus là? Vous Euh, m'entendez là? oui, enfin, c'est mieux. Il y a un moment où c'était pas très, le son n'était pas très audible, mais là, ça va mieux, là. Ah, je peux reprendre? Je disais que j'avais deux questions. La Oui, première, sur ce que vous entendez en fait de l'apport, ce que vous attendez de l'apport des sciences sociales et humaines. ouais. Ça, c'est une chose. Est-ce que c'est simplement, je résume très brièvement, est-ce que c'est simplement un apport tout à fait auxiliaire ou est-ce que vraiment la question environnementale, les archéosciences, etc., ont vraiment une place? Mm. La deuxième chose, c'est que vous avez évoqué plusieurs fois la question de l'interdisciplinarité. Est-ce que c'est une interdisciplinarité forte, vraiment? Ou alors, est-ce que c'est, j'allais dire, puisque je vois que vous êtes tous plus ou moins AgroParisTech, INRAE, etc., est-ce que c'est en fait une interdisciplinarité plus entre les sciences de la vie, les sciences, la foresterie, etc. Voilà. Alors, la dernière chose, c'est que, bon, j'ai aussi une de mes anciennes doctorantes que je vois qui est à l'écran aussi, qui suit ce webinaire. Il y a un certain nombre de collègues, archéologues, historiens, archéosciences, etc., qui seraient intéressés pour intégrer, effectivement, si c'est possible, Mm. mais tout dépend aussi de qu'est-ce qu'on attend en fait des sciences sociales et humaines. Voilà. Ok. Merci. Mais alors, peut-être on va continuer le tour de table, puis on reviendra sur vos questions. Ah oui, oui, très bien, oui, oui. Je les ai notés, hein. Ok. Alors, ensuite, j'ai Charlotte Michel. Bonjour. Voilà, le temps que je me connecte. Donc, je suis consultante. Je suis rattachée au un laboratoire de gestion de l'environnement à Montpellier. Je travaille souvent avec Maya Leroy. Et sinon, je suis de formation plutôt ingénieur, ce qu'on appelait NGREF. Et depuis, j'interviens donc après une thèse sur les questions de concertation, de prospective sur les aires protégées. Voilà, donc ce qui m'intéresse dans le projet, c'est plutôt la dimension prospective. Et ça m'est plusieurs fois arrivé d'utiliser la prospective pour créer du lien entre les équipes de recherche. Donc à ce titre-là, c'est ça qui m'intéresse aussi. Et aussi comment la prospective crée du lien entre des disciplines qui sont plus qualitatives, qui vont raconter des récits, et des disciplines qui vont être plutôt numériques, qui vont créer en fait des projections, je sais pas si c'est prospective, mais des projections dans le temps avec des modèles numériques. Donc, cette interface-là aussi est intéressante en ce qui me concerne. Voilà, plus l'aspect aussi, tout ce qui est gestion des conflits, ou en tout cas des visions différentes de ce qu'on projette dans la forêt. Et là aussi, la prospective peut avoir un rôle à jouer. Voilà, dans la mise en discussion de ces visions possibles de la forêt. Voilà, merci Nicolas. Merci, Charlotte. Alors, finalement, t'as pu nous rejoindre. Voilà, je suis à La Rochelle dans un univers de pêche. Ok. Par contre, je devrais partir à 15h30, je suis désolée. D'accord. Ok. Alors, ensuite, ah oui, alors ça, ah oui, c'est déjà... Ok, alors, je sais qu'on ne dit pas Anitra, mais c'est... Bonjour. Non, pas de souci pour la prononciation. Anita Rakoutoirisson, je suis chargée de recherche et développement à l'Office national des forêts. Pour mon cas perso, j'ai fait une thèse en économie de l'environnement
Donc voilà, je suis à l'ONF depuis 11 ans. Nos positions, parce que je représente un petit peu la structure, on a eu une concertation en interne. Donc, nous sommes effectivement intéressés. Nous avons par contre des interrogations. Donc, il y en a 3 particulièrement. Donc, sur la notion de prospective, alors il y a eu déjà des travaux de prospective sur la forêt bois en France. Donc, non, si on n'en cite qu'un, par exemple, la prospective faite par Jean-François Daude pour l'INRAE. Si on entame des nouveaux travaux là-dessus, par rapport à tout cela, quelle est la méthode, quels résultats on va attendre, et puis l'intégration en fait des questions sociales, ça n'a jamais été fait, mais comment on va le faire? Donc deuxième question, cette fois-ci en fait c'est par rapport au dernier package, la formation. Nous, on est sceptique sur le fait de ne former que des étudiants, c'est-à-dire qu'il y a la majorité en fait des acteurs de la forêt sur le terrain qui vont pas recevoir les impacts du PEPR. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce qu'un étudiant qui va sortir d'ici 1 an ou 2 va changer le monde forestier? On n'est pas, voilà, on souhaiterait qu'il y ait un échange là-dessus. Et puis, troisième remarque, en fait, c'est par rapport aux différentes données. Donc, nous, on a des choses à vous proposer, notamment, en fait, donc les données de l'Observatoire Forêt Société qui ont été faits par l'ONF depuis 20 ans sur le lien entre la société et la perception du grand public. Voilà. Ok. Ben, merci. Alors, j'ai noté les questions, on va y revenir tout à l'heure, et puis je propose de continuer le tour de table. Alors, ensuite, j'ai Jean-Marc Gion. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Jean-Marc Gion, je suis chercheur en génétique forestière au CIRAD et je suis basé en fait dans un labo INRAE à Bordeaux. Donc en fait, moi, ma position, alors moi, je suis plus centré sur la caractérisation des ressources biologiques ou génétiques, quoi. Donc ma présence ici, en fait, elle était plus euh, pour savoir si autour des Living Labs, hein, s'il y avait déjà des territoires identifiés dans la définition de ce que j'avais compris du Living Lab, hein, qui à mon avis n'est pas tout à fait parfaite. Donc voilà, si le Living Lab c'était c'était une sorte de réseau d'acteurs sur un territoire donné, quoi. Voilà, la question était de savoir si entre les territoires tempérés et les territoires tropicaux, est-ce que des zones avaient été identifiées, sachant que nous, côté CIRAD, on serait très intéressé à ce qu'il y ait une sorte de living lab ou de mise en réseau, en tout cas, parce qu'il y a énormément d'acteurs présents en Guyane. Voilà, que le territoire guyanais, nous concernant en tout cas les ressources biologiques, on a un intérêt voilà, là-dessus. Et c'était juste, ma présence ici était notamment ciblée sur cette question-là des living labs. Voilà, je vous remercie. Ok, merci Jean-Marc. Ben, on y reviendra tout à l'heure aussi. Alors ensuite, j'ai Marie Debar. Bonjour. Alors, moi, je suis docteur en histoire environnementale, rattachée à l'université de Valenciennes. J'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur l'évolution dans le temps long des socio-écosystèmes forestiers du nord de la France, dans le cadre d'une thèse CIFRE rattachée au plan forêt régional, donc, qui était une politique régionale de doublement de la superficie forestière sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, sur le moyen temps, on va dire. Donc, j'ai constitué dans ce cadre dans une base de données et des outils qui permettent aux gestionnaires de voir un peu la dynamique des socio-écosystèmes forestiers dans le temps long, donc à partir du Moyen Âge jusqu'à l'époque contemporaine. D'accord. Merci. Alors ensuite, j'ai Maric Blondet. Faut le temps de mettre
on marche les micros, les caméras. Ouais. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie Blondet, je suis anthropologue sociale et je suis également enseignant-chercheur à AgroParisTech sur le campus de Nancy, donc la formation des ingénieurs forestiers. Donc, moi, je suis un petit peu, je suis un peu les progressions de PC4 depuis quelques semaines déjà. Et moi, il y a deux éléments qui particulièrement m'intéressent. La partie Living Lab, puisque à AgroParisTech, on a développé un Foresting Lab depuis maintenant 2 ans, 3 ans même. Et on a des compétences dans ce domaine parce que c'est effectivement une approche, les Living Lab, plus qu'un lieu géographiquement localisé. Mais c'est aussi un sujet de recherche qui nous intéresse tout particulièrement pour voir en quoi ces approches-là, elles peuvent produire des choses nouvelles, notamment en termes de gouvernance, d'innovation organisationnelle ou ce genre de choses. Et puis, il y a l'aspect formation, évidemment, qui, à AgroParisTech, nous intéresse particulièrement. Voilà, donc ça, c'est les deux work packages sur lesquels je suis plus en compétence, on va dire. Et puis sur on pourra y revenir tout à l'heure, mais je pourrais, Nicolas, si tu veux, répondre à Jean-Luc Guillon sur ces questions. À Jean-Marc. Jean-Marc, Oui. donc, j'ai mis Ok. un L, j'ai mis un quelque part. Navré, Ok. Jean-Marc. Ok, merci Marie. Oui, bah, en tout cas, oui, on va volontiers pour répondre tout à l'heure à la question de Jean-Marc. Alors ensuite, j'ai Philippe Rosenberg. Bonjour, donc moi je suis chercheur à l'INRAE dans le département écologie et biodiversité, Ecodiv. Je travaille sur l'adaptation des forêts au climat et notamment au changement climatique. Et dans le cadre du projet ciblé numéro 4, je m'intéresse particulièrement, comme d'autres, au Living Lab. Et notamment, je suis ici plus ou moins en tant que représentant de 2 projets de Living Lab. L'un qui serait centré sur un territoire en région Centre-Val de Loire, et l'autre qui est plus avancé encore que celui-là, parce qu'il est mieux établi, mieux construit depuis plus longtemps sur un territoire de montagne qui est situé dans le nord des Hautes-Alpes. Grosso modo, ça correspond à peu près du territoire du pôle d'équilibre territorial et rural du Grand Briançonnais. Et donc c'est un territoire dans lequel il y a beaucoup de labos, notamment INRAE, qui travaillent, certains depuis très longtemps, plus de 40 ans pour certains, avec beaucoup d'acteurs locaux. Donc la principale question que je pose, c'est est-ce que le PC4 va soutenir très concrètement la création de nouveaux Living Labs? Et ensuite, alors la deuxième question, Nicolas y a déjà répondu partiellement, mais qu'est-ce que le PC4 attend des Living Labs qui vont contribuer aux actions? Ce que je voulais préciser aussi, c'est que ce Living Lab serait très lié au PC3 parce que il a pour ambition de co-élaborer les futures solutions d'adaptation des forêts de montagne au changement climatique sur la base de nouvelles données d'observation de la réponse des organismes de ces écosystèmes au changement climatique basées sur des techniques d'observation sur site, automatique sur site et à distance, y compris la télédétection. Puis il a pour ambition de partager ces données, d'ouvrir ces données à tous les acteurs du territoire. Et donc il y a aussi des questions de données qui concernent le PC5. Et puis, au travers du terme d'adaptation et notamment des mécanismes naturels de l'adaptation sur lesquels s'appuient les futures solutions d'adaptation, ça touche également au futur projet ciblé 1 et au travers des risques encourus, de la vulnérabilité de ces écosystèmes au projet ciblé 2. Ok. Merci Philippe. On va y revenir ensuite dans la discussion. Après, j'ai Raphaël Lachelot. Bonjour, merci. Moi, je suis doctorant en histoire de l'environnement au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes à l'université Grenoble-Alpes. Je suis en fin de thèse et je fais une thèse sur l'histoire des socio-écosystèmes forestiers alpins. Principalement du 19e à nos jours, mais je remonte un petit peu plus tard dans le temps sur certains sites.
Ma thèse, elle a été financée en fait par un programme de recherche interdisciplinaire qui s'appelait Trajectories. Et en fait, donc je suis historien comme mes collègues qui sont déjà présentés de formation, mais ma thèse intègre justement des approches des approches liées à l'écologie en partenariat avec le laboratoire d'écologie alpine à Grenoble, au paléo-environnement avec le laboratoire Editem de l'université Savoie-Mont-Blanc, et puis à des questions de géographiques et sociologiques avec le laboratoire Pacte à Grenoble. Et je travaille pas mal aussi avec toutes les institutions de mes terrains de recherche qui sont situés en Isère et en Savoie. Donc, je suis au conseil scientifique, enfin, je vais être au conseil scientifique du Parc national de la Vanoise. Je travaille avec l'Office national des forêts locales sur les terrains sur lesquels je travaille, le PNR du Vercors, et puis les communes et les opérateurs touristiques de mes terrains. Voilà, et du coup, j'ai reçu ce mail qui m'a paru intéressant, donc j'ai vu la lumière, je suis rentré et voir ce qui est faisable ou pas. Ok. Voilà. Ok, merci. Et alors, pour finir, j'espère que j'ai oublié personne, il y a Flavien Chantreau. Oui, bonjour, donc effectivement Flavien Chantreau. Moi je suis chargé de projet pour les réserves naturelles de France, voilà, sur l'animation et la coordination du pôle forêt RNF, mais aussi de l'Observatoire des forêts sentinelles qui est porté par RNF et qui regroupe plus de 180 sites avec des suivis forestiers. On a voilà, une stratégie notamment de suivi des socio-écosystèmes forestiers avec des questions d'usage, de climat, de fonctionnalité, diversité taxo et sol. Et voilà, et du coup, le projet va me sembler intéressant en tout cas à suivre pour voir les passerelles, les liens qu'on pourrait faire. Ok. Ok, ben merci à tous. Je pense que j'ai oublié personne. Sinon, si j'ai oublié quelqu'un, faites signe. Frédéric Bonin. Alors, je crois que Frédéric Bonin Ouais, quitté le... Alors, sauf s'il est revenu, mais je crois qu'il est parti en fait. Ah non, il est parti, effectivement. Je n'ai rien dit. Ok, alors, peut-être pour revenir sur certaines questions, et en particulier les questions de Corinne Beck qui sont assez enfin, qui sont importantes. Donc, on va peut-être commencer par ça. Et en particulier la place des SHS dans ce projet ciblé. Alors, c'est une place que l'on souhaite centrale, en fait. Alors, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, à la fois dans le processus de construction du PEPR, parce qu'en fait, il faut voir que le PEPR, en fait, ça fait 2 ans qu'on en discute. Donc, il y a déjà une petite histoire derrière. Et puis aussi, dans des éléments de cadrage, je pense en particulier aux assises de la forêt et du bois qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Je pense aussi à la feuille de route sur l'adaptation des forêts au changement climatique qui a eu lieu en 2019 ou 2020, je ne sais plus, et qui ont fait ressortir à chaque fois la nécessité d'intégrer davantage les SHS, les sciences humaines et sociales, dans, si on peut appeler les sciences forestières, enfin voilà, dans cet univers un petit peu des socio-écosystèmes forestiers. Et alors pourquoi pourquoi ce point-là est ressorti de façon assez importante? Ben, je pense que c'est en particulier, on se rend compte que à chaque fois qu'on recherche de l'innovation, à chaque fois qu'on recherche des chemins de transformation, quand on bute sur un problème technique, finalement, on arrive à trouver des solutions. Par contre, quand on bute sur des dynamiques d'acteurs, quand on bute sur ce genre de processus, et ben là, on n'a pas encore les solutions, et en particulier dans le domaine forestier, où les sciences humaines et sociales sont pas encore pleinement. Alors, je ne vais pas dire qu'elles sont pas pleinement intégrées, mais je vais dire plutôt qu'il y a des laboratoires de SHS qui s'intéressent aux forêts, mais les forces sont un peu dispersées. Donc on voit des labos qui vont travailler sur les forêts, mais ça va pas forcément être de manière continue, et ça va pas être forcément de manière très très liée à des laboratoires plus ancrés sur les sciences forestières traditionnelles, hein, écologie, etc.
Donc voilà, donc le constat a été fait quand on a un besoin de mieux intégrer les SHS dans la communauté des forestières. Et donc, c'est aussi vraiment l'ambition du PEPR de faire cela. Alors après, pour revenir un petit peu sur l'histoire du PEPR, en fait, à l'origine, il y avait un autre projet ciblé qui mobilisait plus particulièrement les SHS. Alors, qui mobilisait plus les SHS, mais qui avait un axe assez fort sur l'économie, en fait. En particulier, il y a un laboratoire qui est développé au niveau du bêta à Nancy sur des données économiques également, enfin pas simplement économiques, mais également typologie des propriétaires forestiers, etc. Et ce projet ciblé, en fait, voilà, dans la phase de développement du PEPR, a disparu, enfin a disparu pas complètement, mais a été, enfin disons que le porteur de ce projet ciblé, à un moment, a jeté l'éponge. Et donc, en fait, les activités qui étaient prévues dans ce projet ciblé ont été redistribuées quelque part entre les autres projets ciblés. Et donc, en particulier, le hub, qui au départ qui avait déjà une composante SHS assez forte, mais a eu une composante, enfin, souhaite avoir une composante SHS encore plus forte, parce qu'on reprend une partie des tâches qui étaient prévues dans ce premier projet ciblé. Donc oui, pour le hub, les SHS sont vraiment centrales. Bon, moi-même, je dois dire que je viens d'un autre monde, hein. Je viens de la modélisation, donc je ne viens pas des SHS. Par contre, Maya Leroy, elle est en sciences de gestion. Il y a également Pascal Marty qui a suivi le processus depuis le début, qui est à Oxford, mais qui est également en SHS. Et puis, on a un petit groupe de personnes qui sont vraiment des chercheurs en SHS. Donc, enfin, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le Hub, on a vraiment cette ambition de faire en sorte que les labos de SHS qui s'intéressent aux forêts, mais qui n'ont pas forcément la capacité ou les moyens de travailler en continu sur le long terme sur les forêts, et bien que ces labos-là puissent travailler davantage sur les forêts. Et on souhaiterait, voilà, également créer davantage de dialogue entre ces laboratoires et d'autres labos plus forestiers. Alors, je vois que les mains se lèvent. Alors, Corinne, on vous entend pas, le micro est fermé. Ce que je voudrais apporter à ce que vous dites, c'est que il y a en sciences, alors plus humaines, je parle de la géographie et de l'histoire, en matière, il y a toute une démarche qui s'est développée qu'on appelle la géohistoire et qui, depuis une vingtaine d'années, travaille sur la question forestière. Et là, il y a effectivement un certain nombre de chercheurs qui seraient certainement intéressés par participer à votre projet alors, sur des questions assez ciblées. Vous avez évoqué la question de la définition du concept de socio-écosystème. Ça nous intéresse effectivement énormément parce que ce concept, ça va aussi avec un autre concept, une autre notion que l'on développe nous systématiquement en géographie et en histoire, c'est le concept d'héritage et de la combinaison des héritages dans une trajectoire forestière. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Pas, hein? Voilà. Ouais. Considérant que si on veut apporter les réponses les plus justes, si tant est que cela soit possible, aux questions qui se posent aujourd'hui et puis demain, peut-être faut-il aussi connaître ce qui s'est un petit peu passé avant et connaître un peu la dynamique plus ancienne de ces milieux forestiers. Oui. Voilà. Mais je pense, alors, bon, ce qui est sûr, c'est que sur la question de définition des concepts de socio-écosystème, donc ça, c'est vraiment quelque chose même qu'on a identifié comme une tâche d'analyse à mener dans le work package sur les analyses de synthèse. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un intérêt très fort là-dessus. Et je pense que la dimension historique, il faudra qu'on l'intègre forcément. Enfin, pour moi, c'est assez évident qu'il faudra l'intégrer.
je sais qu'on avait eu déjà dans des discussions précédentes, je sais pas, il a été fait mention du ruche, par exemple. Je sais pas si c'est des... Ouais. J'appartiens, moi, aux ruches. Je viens du D'accord. ruche. Bon. Je crois aussi que Marie Delbar aussi, et certainement que Raphaël Lachelot aussi appartient aux ruches. Ouais. Donc, on vient d'un même groupe. Voilà. Ok. Effectivement. Donc maintenant, je pense que l'intérêt est là. Maintenant, il faudra qu'on voit exactement où, comment ça s'intègre dans le projet. Philippe. Oui, alors à propos des sciences humaines et sociales, effectivement, moi je voudrais témoigner en tant que biologiste qui essaye de fédérer des laboratoires de recherche et différentes catégories d'acteurs locaux qu'on appelle, nous, les usagers des socio-écosystèmes ou les bénéficiaires de toutes les catégories de services écosystémiques, marchands et non marchands. Et d'une part, on a du mal à identifier les chercheurs en sciences humaines et sociales concernés par les questions qu'on souhaite traiter. Deuxièmement, même quand on arrive à en identifier, on a du mal à les motiver parfois à participer parce qu'ils sont souvent, en tout cas ceux qu'on identifie, ils sont souvent déjà très occupés et très peu disponibles pour se lancer dans des nouveaux projets. Et le troisième point, c'est à propos, pour réagir un petit peu à ce qui vient juste d'être dit, c'est que on veut utiliser deux grandes façons de travailler pour avancer vers la coélaboration de nos solutions d'adaptation, nos futures solutions d'adaptation. Il y a évidemment les données scientifiques sur les mécanismes naturels d'adaptation des organismes, des écosystèmes. Et ça, bon, les biologistes, c'est leur part du travail. Mais il y a aussi tout ce qui concerne concrètement, ce qui nous freine beaucoup, c'est les conflits d'intérêts ou les conflits d'usage justement entre les différentes catégories de bénéficiaires. Et souvent, ça remonte à très loin dans le passé. Et je pense que voilà, des travaux visant à essayer alors résoudre peut-être pas, mais en tout cas à considérer ces conflits d'intérêts de façon efficace, doivent s'appuyer sur ce qui s'est passé autrefois, y compris il y a assez longtemps. Ok, merci pour ce témoignage qui va dans le sens finalement de l'intérêt de mobiliser les SHS. Et Raphaël? Oui, du coup, pour abonder un petit peu dans tout ce qui vient d'être dit, pour la question d'essayer d'identifier des acteurs qui travaillent sur la forêt, donc effectivement, le ruche pour l'histoire de l'environnement, c'est un très bon réseau. Pour quelque chose de plus ciblé sur les forêts, il y a le groupe d'histoire des forêts françaises. Je peux envoyer un mail, je le contacte, mais en fait, il y a sûrement des gens qui sont déjà dans le groupe qui doivent être plus ou moins dans le programme parce que c'est assez large. Pour la question de la définition des socio-écosystèmes, moi je serais très heureux d'y participer parce qu'en fait c'est un travail qu'on a fait dans mon programme de recherche parce que Trajectories qui avait une interdisciplinarité très large et du coup la notion clé sur laquelle nous a permis de travailler ensemble c'est les socio-écosystèmes. Du coup c'est aussi une grosse partie de ma thèse pour l'appliquer aux forêts. Et on l'a fait à partir d'une définition plutôt tirée de l'écologie. Et ensuite, peut-être que, mais ça, je pourrais peut-être envoyer par retour de mail concernant l'interdisciplinarité et le fait de pouvoir travailler en commun. J'ai un exemple d'article que j'ai coécrit donc dans une revue, alors pour nous typée sciences de l'environnement, donc quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en histoire, écrite avec un écologue et une paléo-environnementaliste, qui fait la trajectoire sur du temps long d'un système forestier, qui permet de prendre à la fois les enjeux écosystémiques et sociaux et de les mettre en lien. Donc ça, peut-être que ça peut vous intéresser et ça répond un petit peu justement à ce que disait Philippe sur comment on peut prendre en compte ces rapports sociaux dans les conflictualités ou même dans la gestion qu'on peut avoir actuellement.
Et voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je crois. Ok. Bah, alors, c'est bien noté votre intérêt là, à participer à ce travail-là sur l'éviction des socio-écosystèmes. Et Ouais. puis, votre deuxième remarque, bah, du coup, ça permet d'enchaîner sur la deuxième question de Corinne, sur le niveau d'interdisciplinarité qu'on souhaiterait avoir. Alors, en fait, bon, c'est vrai que dès qu'on parle d'interdisciplinarité, en fait, bon, quelque part, il y a différents niveaux auxquels on peut aller. Nous, ce qu'on souhaiterait, en particulier si on regarde les différentes tâches, enfin les différents work package tâches qui sont prévues dans le Forest Hub, comme la prospective, comme les analyses et synthèses, etc., c'est de pouvoir en fait tirer au mieux parti des apports qui peuvent être faits de chaque discipline. C'est un peu ça l'idée. Si on se focalise un peu sur la prospective, et du coup, je vais peut-être aussi enchaîner avec une des questions d'Anitra. Euh, Anitra, par exemple, mentionnait la prospective qui a été faite par INRAE et l'IGN, donc par Jean-François Dott et d'autres, qui s'appuient sur des modèles qui projettent dans le futur, quelque part, alors c'est des modèles assez macro qui vont projeter les stocks de carbone, par exemple, dans le futur sur la base de ces modèles de dynamique forestière couplés à des modèles économiques, etc. Alors ça, c'est quelque part un travail qui repose fortement sur la modélisation. Il y a eu d'autres travaux du même genre qui ont été faits par Faire des Canopées, par également, il y a eu un projet de l'ADEME là-dessus. Euh, Quelque part dans la prospective telle que nous, on l'envisage dans le hub, alors ça peut utiliser ce genre de travaux, de modélisation, de projection, enfin, qui vont donner des chiffres quantitatifs sur des stocks de carbone, etc. Mais il y a aussi une partie beaucoup plus qualitative dans la prospective qui nous intéresse. Et cette partie plus qualitative, ça peut être d'imaginer, ça pourrait être imaginer des scénarios plus disruptifs, des choses qui sont pas présents aujourd'hui, mais des événements qui pourraient survenir dans l'avenir et qui pourraient changer la donne sur la situation forestière. Ça peut être, voilà, il y a une partie beaucoup plus qualitative de construction de scénarios avec différents acteurs. Et donc, il y a aussi un dialogue à faire entre peut-être une partie plus quantitative qui repose sur des modèles et une partie beaucoup plus qualitative qui a reposé sur la négociation, sur la discussion avec les acteurs. Et donc, c'est là où, pour nous, quelque part, il y a interdisciplinarité. C'est dans cette possibilité euh, de mobiliser des gens qui seront peut-être plus sur la modélisation, mais aussi des gens qui seront peut-être plus alors sur les SHS, donc c'est un domaine que je connais un peu moins bien, mais pour ensemble construire ces scénarios à court, moyen et long terme. Euh, Il y avait Anitra, il y avait une main levée, je ne sais pas si. Oui, oui, effectivement, c'était plus, donc, je demande de précision. Donc, il y a bien un clash envisagé, en tout cas, entre SHS et ces modèles forestiers quantitatifs, etc. C'est Oui, bien ça, hein? oui, oui, Ok, oui. super. Non, oui, en tout cas, c'est une très bonne idée parce que de toute façon, la quantitative, sans la prise en compte du socio-écosystème, n'aboutit à rien. Donc, Oui, oui. On est. c'est une bonne nouvelle. Oui, Merci. oui. Et puis, c'est aussi d'avoir quelque part un regard un peu critique sur les modèles, hein, parce qu'on sait, ben voilà, on sait un petit peu les limites qu'il peut y avoir enfin pas les limites, mais disons que les hypothèses qu'on pose au départ dans ces travaux de modélisation, quelque part, orientent assez fortement ce qu'on obtient à la fin dans les projections. Donc, alors c'est pas un défaut en soi, hein, mais disons qu'il faut prendre les résultats des modèles en ayant bien conscience des hypothèses qu'on met au début, quoi. Donc c'est aussi tout ce regard un peu critique sur la modélisation qu'on souhaiterait avoir. Alors,
Bon, la partie, oui, enfin, bon, je vais pas, on a déjà un petit peu discuté, mais donc tout ce qui est histoire environnementale, je pense que ça fait pleinement partie, en tout cas, des points d'intérêt pour le hub, hein. Alors, il y a à nouveau des réactions de. Alors, Anitra, je sais pas qui a levé la main en premier. Ouais, Anitra. C'était une main oubliée. Ah, ok. Alors, Charlotte. Oui, c'était pour réagir sur les histoires de scénarios Canty et Cali. Ce qu'il faut voir, c'est que les scénarios, les projections dans le futur, si on les laissait que à un système numérique, ça va forcément influencer les politiques publiques avec une vision de la forêt qui est donc réduite à ce qu'on va mettre à l'entrée des modèles et les modèles de sortie. Donc, ça réduit fortement un arbre à un potentiel de carbone, un nombre de calories ou je ne sais quoi. Et donc, ce qui est forcément très réducteur sur ce qu'on entend par la forêt. Donc, ce qui reboucle aussi avec la façon dont on va décrire ce socio-écosystème. Il va falloir le complexifier, je pense. Voilà, pour montrer aussi que l'avenir de la forêt n'engage pas que des scénarios énergétiques ou de filières, etc., et qu'il y a un certain nombre d'attachements qui sont autres, sans parler de services écosystémiques. Et je pense qu'effectivement, pour rebondir, l'approche historique, en tout cas dans la prospective, est fondamentale. Parce que il n'y a qu'avec une approche, nous on dit rétrospective, hein, parce que ça dépend où on se projette, mais ça nous montre dans un premier temps que l'État n'est pas figé et que déjà, si on se projette, alors vous allez jusqu'à des siècles, donc ça on verra si on peut se projeter dans la perspective sur un siècle ou deux, en tout cas sur 20 ou 30 ans, déjà, ce serait pas mal. Mais on voit que déjà sur 20 ou 30 ans, voire un siècle, le système a beaucoup évolué. Et donc, ce qui donne une capacité d'imagination pour les 20, 30, 40 ans ou le siècle qui vient, une capacité, une liberté de faire évoluer ce modèle aussi vers autre chose. Et donc, je pense qu'effectivement, le travail avec l'histoire, surtout sur du temps long, est assez fondamental, moyennant qu'on éclaircisse effectivement les données sur lesquelles on s'appuie, qui sont liées aux archives, etc., et qui sont qu'une partie, effectivement, qui nous donne une représentation de la réalité passée qu'il faudra aussi reconstruire à ce moment-là, quoi. Voilà, en tout cas, moi, je suis agréablement surprise de voir la mobilisation des historiens, qui me paraît assez fondamentale, surtout quand, voilà, ça va nous montrer qu'il y a une valeur de la forêt qui pourrait revenir. Il y a aussi tous des travaux sur l'histoire du corps forestier qui sera aussi très, très important de remettre au goût du jour aussi, enfin, de réactualiser, enfin, de s'inspirer aussi pour imaginer aussi l'avenir de ces professionnels de la forêt, de voir aussi les inerties, les ruptures par rapport à ça. Voilà ce que je voulais. Ok. Alors, du coup, je vois que. À la fois... Alors, Corinne. Raphaël était avant moi, il avait levé la main avant. D'accord. Raphaël. Merci. Non, mais j'abonde tout le temps, et notamment sur la question du lien histoire et prospective, parce que c'est ce que j'ai déjà pu faire dans le passé. C'est vrai que à regarder, c'est ce que je montre dans ma thèse, l'histoire des forêts à des échelles plus fines, donc à l'échelle communale ou même de massif, on se rend compte que il y a vraiment le discours historique classique entendu de 1850 minimum forestier et ensuite RTM, tout va bien, les forêts reprennent, et à nuancer et à des répercussions écosystémiques assez importantes finalement. Et il y a une diversité beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser, même à l'échelle de certaines communes. Donc c'est toujours intéressant pour pouvoir faire de la prospective ensuite, non seulement pour bien comprendre les mécanismes écosystémiques, mais aussi, et ça je l'ai remarqué, notamment dans des AG agricoles ou avec des collègues forestiers sur le terrain, le fait de parler de l'histoire d'une forêt à des personnes qui la pratiquent et qui en ont une vision assez simple parfois, parce que le passé, on le considère souvent comme figé, alors que le passé, c'est le présent d'hier, il n'est jamais vraiment figé, permet des fois d'ouvrir le champ des possibles pour la prospective. Je donne un exemple tout simple.
et concret. Il y a des problèmes, on a des problèmes de sécheresse actuellement dans les Alpes, dans toutes les Alpes et notamment dans les Alpes du Nord. Les agriculteurs ont les prairies qui commencent à devenir sèches. Mais ils se disent pas peut-être que du pâturage en forêt pour compenser de temps en temps, ça pourrait être utile. Je me souviens d'avoir intervenu dans une AG agricole et ils disaient non, nous on n'en a jamais fait ici parce que ils ont perdu la mémoire du fait qu'ils en ont fait et en réalité ils en ont fait. Et c'est vrai que de porter au goût du jour ces choses-là parfois permet juste de dire ah, on n'est pas sans solution, il y a des choses qu'on pensait qu'on faisait pas, qu'on a fait, et des fois ça aide à ne serait-ce que faire passer le pas. Et donc je plaide un peu pour ma paroisse, bien entendu, mais mais voilà, c'est des choses qui peuvent être apportées par l'histoire de l'environnement, l'histoire environnementale, selon comment on la nomme. C'est intéressant. Corinne? Oui, moi je continue à abonder dans ce sens-là, mais c'est pour répondre à Charlotte, je crois, ce qu'elle disait. Il y a du côté des historiens de la forêt, des historiens du monde de l'environnement, un certain nombre de travaux, et il serait peut-être intéressant aussi de faire un état des lieux de cette bibliographie qui existe et qui pourrait déjà, en tant que telle, apporter un certain nombre de réflexions. Parce que il y a un certain nombre de travaux qui montrent justement tous ces décalages constants entre, on va dire, le temps de la forêt, pour faire très 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 simple, hein, le temps de la forêt, le temps des sociétés, comment en fait une forêt réagit aux impacts qui ont pu être ceux d'une société sur un lieu donné, dans une vallée donnée, une vallée alpine, une vallée pyrénéenne, un milieu de plaine, etc. Et comment ensuite ce milieu réagit, etc. C'est-à-dire, ce que montrent ces travaux, et qui peut être utile justement dans la prospective, c'est qu'il y a des interactions constantes. Des constantes à des échelles. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui doit être intégré aujourd'hui à des échelles de temps et d'espace constamment en évolution, constamment différents. C'est-à-dire que d'insister peut-être sur le côté... alors, bien sûr, vous dites qu'il faut de la modélisation, moi je suis tout à fait d'accord, mais justement, dans la modélisation, il faudrait aussi peut-être tenir compte de ce jeu de porosité, de fluidité entre... En fait, ce sont des corps vivants, hein, que ce soit la forêt, le sol de la forêt, la faune ou la société, ce sont des corps vivants, et donc on ne les maîtrise pas complètement, on ne maîtrise pas. La modélisation, je pense, ne peut pas l'enfermer, quoi, ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et il y a à ce propos un certain nombre de travaux qui ont été faits. Ok. Bah, ce serait. Alors, il y aurait la place pour faire ça dans les analyses et synthèses qu'on pourrait faire. Et peut-être que ce serait, puisque ce serait important en particulier pour les prospectives, peut-être que ce serait une de ces actions croisées qu'il faudrait prévoir, quoi. Parce que, par exemple, enfin, si vous me permettez, je reprends la parole. Charlotte qui évoquait le corps des ingénieurs forestiers, etc. Dans le groupe d'histoire des forêts françaises, il y a eu des travaux très importants, justement, sur l'histoire de la constitution de ce corps de l'école de Nancy, en 1824, etc., sur l'organisation, la constitution, qui étaient ces ingénieurs, comment ils fonctionnaient, quelle idéologie il y avait, etc., et quelle représentation, en fait, ils avaient de l'espace qu'ils avaient à gérer. Et ça, on les a, les travaux, ce sont des travaux de thèse ou des travaux de synthèse. Ça serait pas compliqué de demander, de contacter, en fait, le groupe des forêts françaises. Moi, j'en fais partie, je crois qu'aussi Raphaël en fait partie. Voilà, c'est des travaux très intéressants parce qu'on ne peut pas non plus ignorer la manière dont nos ingénieurs forestiers, je sais qu'il y a des gens de l'ONF là, mais ils ont des représentations aujourd'hui de ce que ça doit être. Et c'est en fonction de ça aussi où c'est ce sur quoi aussi les politiques publiques s'appuient aujourd'hui. Donc, l'aménagement forestier, il ne peut pas être, comment dire, complètement analysé sans les acteurs, ceux qui le font, cet aménagement. Tout à fait. Hein. Moi, je pensais aussi aux travaux de Bernard Calahorra, que vous connaissez. Voilà, c'est ça. Voilà. Et, on pense nous-mêmes. Voilà.
avec qui je travaille par ailleurs sur la mer. Donc, Très bien. et donc, c'est vraiment intéressant, voilà, d'avoir ce regard. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que ça a influencé la façon dont on va voir la forêt. Ça a influencé des conflits aussi entre la population locale et puis l'État aussi, hein, comment se représente la forêt. Et puis on peut le voir aussi en continuité. Hein. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait réglé. Donc, enfin, c'est toujours une tension et moi je trouve que c'est très important et surtout de le mettre en lien avec effectivement ces représentations qui pourraient devenir dominantes de la forêt. Comme un espace purement, voilà, vous disiez, hein, purement carbone ou purement autre chose. Donc, je pense que c'est, même pour la construction des socio-écosystèmes, je pense que c'est très, très important qu'on ait ce regard historique, quoi. Tout à fait. Hein. Donc, effectivement, Nicolas, tu as raison, et dans la construction il faudra qu'on travaille étroitement, effectivement, sur ce, et dans quel axe on privilégie aussi ce regard et comment on les analyse, qu'est-ce qu'on construit avec, c'est fondamental, ouais. Bah, ça fait Et donc, penser à des discussions qu'on avait déjà eues enfin, dans des réunions antérieures là, sur les visions qu'ont les différents acteurs de la forêt, finalement. parce que moi, j'ai lu des travaux justement de Bernard Calaway où il disait que déjà, en 1800, je sais pas combien, parce que je suis pas historienne, donc j'ai pas marqué, mais il voyait déjà un lien entre la forêt et le microclimat. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, pour défendre et construire leur corps, mais c'est quand même une intuition incroyable de faire le lien entre une forêt et la pluviométrie et des choses comme ça, alors qu'on peut commencer à peine à le mesurer aujourd'hui ou à faire le lien sur des forêts tropicales, etc. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de relire ça. Ok. Alors, je vois une main levée chez Anitra. Alors, mon avis, en fait, c'est, enfin, je suis d'accord avec tout le monde, hein. En fait, l'intégration, en tout cas de l'histoire, c'est à partir de là qu'on va construire des scénarios intéressants. Euh, Néanmoins, peut-être il faut éclairer, c'est-à-dire les résultats attendus. Forcément, la modélisation va être réducteur. Néanmoins, en fait, c'est à partir de là qu'on peut coupler la dimension biologie forestière et le socio-écosystème. Donc, il va y avoir dans les deux camps en fait des vraies frustrations, c'est-à-dire que toute l'histoire sociale, etc., va pas être représentée entièrement. Et puis, voilà, l'écologie forestière va pas non plus y apparaître totalement. Mais par contre, c'est l'interaction entre les deux qui est le plus intéressant. Donc, à écouter tout le monde, il me semble en tout cas qu'il y a un éclairage, peut-être pas forcément voilà, à étaler tout de suite, mais par rapport à l'ampleur, la profondeur historique sur lequel on est capable de faire parler les deux dimensions. Est-ce qu'on remonte au 15e siècle ou au 18e siècle, par exemple? Et ensuite, quels peuvent être les liens qui peuvent être établis quand il y a quelqu'un qui a parlé, évoqué tout à l'heure, les ingénieurs, enfin, les IPEF, par exemple. Donc, oui, effectivement, c'est des acteurs très importants, mais du coup, comment on va les intégrer? En même temps, il y a aussi la dimension, c'est-à-dire les gens à qui on approvisionne, par exemple, le bois. Ça aussi, ça évolue dans le temps. Et du coup, comment on va intégrer tout cela dans nos travaux? Et la dimension spatiale, tout à l'heure, il faudrait éclairer peut-être, est-ce qu'on veut, pour qu'il n'y ait pas de déçus, est-ce qu'on descend, par exemple, aux échelles des communes, ou alors on n'est pas tout à fait sûr, donc on va juste descendre à l'échelle régionale, mais peut-être l'éclairer un petit peu, si on a les moyens de le faire, bien entendu. Alors, bon, moi, j'ai pas forcément la réponse hein, sur comment intégrer tout ça, mais bon, je pense qu'en tout cas, sur la prospective, il y a des méthodes éprouvées qui existent. Donc, je pense qu'on va utiliser ces méthodes qui vont combiner du qualitatif, du quantitatif. Mais effectivement, il faudra, enfin, ça sera important d'avoir
en particulier sur sur la prospective au niveau du pilotage des personnes qui connaissent bien les méthodes, quoi. Et, excuse-moi, je prends la parole. Oui, En plus, je vais devoir partir, donc la prospective, elle peut zoomer, dézoomer, c'est pas un souci. Après, c'est comment on étaye ça et quel temps on investit et qu'est-ce qu'on veut dire. En fait, on peut faire de la prospective sur tout et n'importe quoi, donc il faudra bien se donner des objectifs sur le type de débat qu'on veut éclairer. Après, il peut y avoir un aspect méthodologique, hein, c'est-à-dire on peut faire une prospective purement méthodologique, c'est-à-dire on prend une commune ou un échelon pour justement articuler, on peut faire de la recherche fondamentale là-dessus, enfin un petit peu fondamentale entre guillemets. Mais il faudra forcément lui donner des objectifs à la prospective. Mais moi, je trouve que justement, la valeur de la prospective, c'est qu'on peut très bien descendre à l'échelle d'un morceau de sol et remonter à l'échelle de la région, puisqu'on peut raconter des récits. Donc, on peut raconter des choses qui sont qualitatives, qu'on pourra étoffer ou étayer ou mettre en discussion avec des modèles. Le tout, c'est qu'il faut savoir, enfin, il faut se mettre d'accord au départ si on fait une prospective qui vient alimenter un modèle. Dans quel cas, on tord le cou à notre représentation de notre système pour qu'il soit adapté pour rentrer dans le modèle. Donc, effectivement, si le modèle il a une maille de 3 km sur 3 km, il va falloir qu'on raconte une histoire qui soit homogène de 3 km sur 3 km. Si le modèle ne prend que de la surface et pas un volume, enfin voilà, donc tout ça, ça pose question. C'est-à-dire qu'on va réduire notre représentation du monde en fonction du système. On peut aussi dire qu'on peut faire de la prospective qui a sa propre, qui va avoir sa propre formulation du socio-écosystème et que peut-être qu'aucun modèle ne viendra l'éclairer, mais que ça pourra donner des idées pour recréer de nouveaux modèles. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on définisse au fur et à mesure. Mais on ne peut pas se restreindre à ce stade à dire c'est les modèles qui vont dicter le système que va mobiliser la prospective. Ça serait un petit peu frustrant quand même si justement on veut amener un nouvel imaginaire sur la forêt, quoi. Faire évoluer nos visions aussi sur la forêt, ce que pourra nous aider à faire l'histoire en fait. Voilà, c'est un point de vue personnel, hein, mais ok. je vais devoir partir, donc je vais vous écouter, mais je vais discrètement m'en aller. Au revoir, merci. À bientôt, Charlotte. Et Corinne, vous souhaitiez... Oui, juste apporter enfin, rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, les questions que chacun là se pose, mais c'est tout simplement la construction de l'interdisciplinarité, hein. C'est-à-dire, on décide de travailler ensemble sur quoi? Définir un objet? Comment chaque discipline, finalement, permet d'entrer dans cet objet? Par quel biais? Comment, en fait, quels sont les concepts, les notions qu'on va utiliser, que tout le monde va comprendre, parce qu'on va tous mettre la même chose derrière telle ou telle notion, tel ou tel concept, et puis définir, finalement, les échelles spatio-temporelles auxquelles on veut travailler. Je veux dire, c'est ça le travail de base. Moi, il me semble, hein, le travail de base. Moi, je me souviens qu'au programme environnement là, du CNRS, c'est ce qu'on faisait. On a eu des séminaires absolument extraordinaires où on faisait, enfin, chacun déballait finalement sa cuisine interne. C'est-à-dire, moi, en tant qu'historien, en tant que géographe, en tant qu'économiste, voilà comment j'aborderais la chose. Et ça se discutait pour enfin déterminer un objet pour pouvoir finalement travailler dessus. Bon. Je ne sais pas si les personnes qui sont là, il y aura d'autres personnes ou en plus de ce petit groupe-là dans le hub? Oui. Ah oui, oui, bien sûr, il y aura d'autres personnes. En fait, il y a déjà... bon, on a déjà eu un webinaire la semaine dernière où il y avait d'autres personnes. Et puis, il y a aussi un petit groupe qu'on a déjà commencé à monter avec encore d'autres personnes. Donc, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà embarquées dans le processus. Après, peut-être peut-être qu'on en discutera un peu vers la fin de la réunion là aujourd'hui sur les étapes futures et comment on va s'y prendre un peu pour avancer. Parce qu'il y avait encore des questions peut-être avant de... Alors, il y a aussi la main levée de Raphaël, mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard sur ce point-là. Alors, Raphaël?
Non, mais c'était juste pour dire que si jamais dans la prospective vous avez besoin de terrain avec déjà un travail interdisciplinaire pré-mâché, en tout cas sur le passé et le présent, à des échelles communales avec une granularité à la parcelle ou valléenne dans les Alpes du Nord, bah, n'hésitez pas, nous on a ce qu'il faut. Voilà. C'est juste pour... Alors, en fait, sur les terrains d'études, et ça vaut aussi pour les Living Labs, bon, on n'a pas encore décidé quoi que ce soit, évidemment, mais on se disait aussi que ce serait bien de commencer par une sorte de cartographie de l'existant. Voilà, ce qui permettrait ensuite de voir. Alors, ce qui n'empêche pas d'ailleurs aussi en parallèle de se mettre déjà d'accord sur des terrains sur lesquels on souhaitera intervenir, mais en tout cas, cette cartographie, elle sera utile. Ça, je pense qu'il y avait quand même un consensus là-dessus pour voir un peu déjà ce qui existe. Alors, il y avait d'autres questions qui avaient été posées au début. Alors, il y avait plusieurs questions qui étaient en lien avec les Living Labs, mais peut-être avant d'en venir au Living Lab, revenir sur les autres questions d'Anitra. Alors, il y en avait une sur la formation et une autre sur les données. Alors, peut-être commencer par cette deuxième question sur les données de l'Observatoire Forêt-Société. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cet observatoire de l'ONF, qui est en fait une enquête qui est menée tous les 5 ans, hein, c'est ça, Anitra, sur Oui, c'est bien ça. alors sur les liens au sens large entre la forêt et la société, et alors il y a un baromètre avec des questions qui reviennent, qui sont les mêmes, qui reviennent tous les 5 ans, en particulier sur la fréquentation de la forêt par le public, par exemple. Et puis, à chaque enquête, il y a aussi un accent qui est mis sur une certaine thématique, avec des questions qui sont dédiées. Alors, je n'ai plus en tête les différentes thématiques qui ont été abordées. Donc, effectivement, il y a plus de 20 ans de données, enfin, tous les 5 ans. Et en fait, bon, là, c'est aussi, quelque part, ça rejoint, pour moi, je remets cette question de l'Observatoire Forêt-Société de l'ONF dans l'ensemble des données, finalement, dont on dispose et qui ne sont peut-être pas suffisamment valorisées. Et là, en l'occurrence, avec cet Observatoire Forêt-Société, ce sont plutôt des données qui portent sur la fréquentation, sur l'utilisation de la forêt, enfin en lien avec la société. Mais ça pourrait être dans d'autres contextes, d'autres jeux de données qui ne sont pas suffisamment valorisés. Donc là, je pense qu'aussi, alors le Hub aussi a l'ambition, hein, de traiter de ce type de données. Alors il faudrait voir dans le cas particulier de l'Observatoire Forêt-Société quel appui pourrait être fourni par le Hub. Mais je pense qu'en tout cas, il y a cet objectif aussi, voilà, de revenir sur des données qui ne sont pas suffisamment valorisées. Maric? Oui, sur ces éléments-là. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de trop aborder la question dans ce PC4, mais à Nancy, moi, je suis aussi en train de monter un observatoire des représentations qui notamment essaie de valoriser les données du baromètre forêt-société de l'ONF, mais qui va regarder un peu tout ce qui s'est fait. Donc, on a déjà fait un gros travail d'état de l'art, de pas mal d'enquêtes qui ont été menées par différents types d'acteurs, hein, que ce soit des acteurs classiques de la recherche, mais aussi l'ONF, ce que le CNPF fait régulièrement aussi auprès de ses propriétaires en particulier. Enfin, voilà, j'essaie d'agglomérer tout ça pour avoir un état des lieux un peu stabilisé. Et notamment, dans ce cadre-là, je suis aussi en train de m'associer avec Christine Farcy de l'Université catholique de Louvain pour reprendre un peu l'enquête qu'elle fait. Enfin, je ne sais pas si Nicolas et Arch, ça vous parle, mais elle a monté un projet qui s'appelle l'Appel de la forêt, avec l'idée de faire des questionnaires quantitatifs et des entretiens qualitatifs pour savoir où on en est aujourd'hui de ces représentations de la forêt, pour ensuite adapter des messages sur ce sur quoi il faudrait avancer auprès d'un public plus large et moins expert.
Donc sur cette entrée représentation et observatoire, on a aussi des choses ici à Nancy qui peuvent être intégrées. Alors, effectivement, le projet de Christine, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas qu'il avait Ouais, démarré. Je pensais que c'était quelque chose qui était. Enfin, mais c'était il y a déjà un c'est certain plus elle parce que elle est plus, Ah, ok. elle est à l'Union européenne maintenant, hein, elle représente la Wallonie, donc elle est un peu dans notre sphère, mais son ancienne doctorante Julie Matagne, elle communiquait beaucoup sur les travaux de Julie. Elle continue et ainsi que Pierre Fastré. Donc ils sont plutôt chercheurs en sociologie et en communication, mais ils continuent de porter le projet, ouais. D'accord. Bon, mais ça, c'est des choses, il faudra voir enfin, il faut garder ça en tête, mais il faudra voir dans la construction du hub comment on pourrait, enfin, s'il y a des choses à appuyer, typiquement, comment on pourrait accompagner ces travaux-là. Bah, oui, à voir si c'est là, parce qu'il y avait dans l'ancien PC1, il y avait toute une partie d'observatoire. Et donc moi, j'avais commencé à voir si on pouvait intégrer ces questions de représentation, parce que pour l'instant, c'était pas du tout, enfin, cet observatoire du PC1 n'était pas tellement pensé pour agréger de l'information très qualitative sur les représentations, quoi. Ben oui. Et moi, il me Puis, semble que c'est quand même assez central pour comprendre un peu ce ouais. qui se passe dans les territoires forestiers, quand même. Mais il faudra en discuter avec Serge Garcia. Parce que surtout que maintenant que cette partie-là est repartie dans le PC monitoring, j'ai l'impression que c'est. Mais je ne sais pas, il faudra en discuter avec Serge pour être sûr, hein. Ouais, J'ai l'impression que c'était plus des données économiques qui comptaient en ben, théorie. c'était déjà le cas et je pense que ça va le rester, ouais. J'en suis pas complètement sûr, mais ok. Ouais. Alors, je ne sais pas quel est le prénom de Madame Pierret qui nous a rejoint. Oui, bonjour. Oui, donc moi, je suis Marie-Claire Pierret, je suis géochimiste et je travaille et je gère l'Observatoire de l'environnement qui est le bassin versant du Strengbar dans le massif forestier des Vosges. Donc, c'est un écosystème forestier qui est suivi en moyenne montagne, qui est suivi depuis 86. Au départ, c'était la problématique du dépérissement forestier en lien avec les pluies acides. Et puis, presque 40 ans plus tard, on travaille principalement sur deux grosses thématiques, la ressource en eau et justement la santé des sols et des forêts, puisque les deux sont liés. Et donc, dans ce cadre-là, on est un observatoire, donc on suit un certain nombre de paramètres. On travaille également beaucoup avec les acteurs du territoire de la forêt, donc beaucoup avec l'ONF, mais aussi beaucoup avec les communes. On a développé des relations avec ces acteurs en local et notamment, on est en train de mettre en place, on a un projet Art Sciences Citoyen qui se développe pas mal et on a des ateliers un peu d'études sociologiques, de représentation latourienne. Donc, c'est une méthodologie qui a été proposée par Bruno Latour de description et d'échange sur le territoire. Et on est en train de mettre ça en place depuis plusieurs mois sur le territoire. Et donc, moi, j'essaye de suivre au maximum la construction du PEPR Forest. Je ne sais pas trop comment nous, on peut soit contribuer, soit se positionner, soit échanger avec cette communauté. On a pas mal de relations, évidemment, aussi avec René Coffort. Et voilà, donc on intervient aussi, on est aussi un site, donc nous on a plusieurs vocations, hein, l'Observatoire, hormis le fait d'acquérir des données et de les mettre à disposition, on a un rôle aussi on va dire, de diffusion scientifique auprès du public et des formations universitaires, donc on accueille justement des étudiants d'AgroParisTech et puis de différentes filières. On accueille du public, des équipes scientifiques aussi qui veulent tester ou valider des outils ou des méthodologies ou des modèles, puisqu'il y a quand même beaucoup de données maintenant sur le site qui est bien décrit. Ah oui, et c'est un observatoire qui fait partie du réseau OSCAR. Donc nous, on est rattaché à la communauté de la zone critique. Donc, dans la zone critique, il y a des observatoires de tout ordre, hein, milieu urbain, milieu agricole, etc. Et nous, on fait partie des quelques observatoires forestiers d'OSCAR. D'accord. Voilà, brièvement. Et donc, voilà, j'essaye de suivre un peu tout ce qui se fait. Je ne sais pas trop, je sais pas trop comment on peut soit intervenir, soit
participer, soit être utile. Et donc, j'ai loupé le début, mais nous aussi, la question de l'occupation. Enfin, j'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à l'histoire et à l'occupation passée, qu'on retrouve évidemment dans la structure des sols et aussi dans la perception qu'ont les utilisateurs du terrain de la forêt. Et puis nous, dans l'Est de la France, on a une problématique supplémentaire, c'est que la gestion de la chasse ne suit pas la même réglementation qu'ailleurs en France. La chasse est une chasse privée. Donc, ce sont des locataires de chasse, des locations de chasse à l'année qui sont très, très élevées, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Donc, c'est une chasse, on va dire, bourgeoise voilà, plutôt bourgeoise. Et donc, comme ailleurs sur le territoire, il y a, on va dire, une pression du gibier qui est extrêmement forte sur la forêt et qui rajoute aux autres enjeux de sécheresse, changement climatique, attaque de scolytes, de parasites, tempêtes plus intenses, etc. Et donc aussi, pour le dernier point, on est en train de travailler sur la gestion future des forêts, la replantation, puisqu'il y a vraiment des parcelles qui sont complètement dévastées par la combinaison sécheresse, baisse de fertilité, enfin carence et scolyte. Et donc, on est en train de réfléchir à des stratégies de replantation dans le cadre des plans de relance, plans de rebond, même si ceux-ci ne sont pas forcément adaptés en termes de financement aux conditions et au prix des plantations en montagne. Donc souvent, les communes ne peuvent pas prétendre à ces appels de relance ou de rebond parce que ça ne suffit pas en fait en termes de montant financier. D'accord. Alors peut-être sur votre question de comment vous pouvez vous raccrocher à la dynamique, peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure quand on va aborder les questions liées au Living Lab, mais parce qu'il y avait tout un ensemble de questions liées au Living Lab, avant d'y venir, peut-être il y avait ne pas oublier la troisième question d'Anitra tout à l'heure sur la formation. Donc peut-être qu'on va d'abord traiter cette question-là, puis on reviendra à votre question tout à l'heure. Donc la question d'Anitra, c'était en fait sur le fait que le hub se concentrait se focalisait un peu sur la formation supérieure des étudiants, alors qu'il y avait aussi une importance à donner à la formation continue quelque part, hein, auprès des autres acteurs du monde forestier. Alors ça, c'est effectivement un point qu'on a discuté aussi, sur le fait de s'intéresser plutôt à la formation continue ou plutôt à la formation des étudiants. Et bon, je ne vais pas dire qu'on a tranché, mais il y a d'abord le constat même si les moyens du PEPR sont assez importants, on ne pourra pas tout faire. Et qu'il y a déjà il y a aussi d'autres initiatives qui existent sur la formation en lien avec la forêt. Donc c'est pour ça que quelque part le choix avait été fait, mais je ne veux pas dire que ce choix est définitif, hein, de s'intéresser plutôt à la formation supérieure, type ingénieur et chercheur. Et puis mais par contre, alors là où on n'évacue pas totalement la question de la formation continue, c'était en faisant le constat que les organismes qui font de la formation supérieure sur la forêt font également de la formation continue. Et que donc, en travaillant en fait dans le PEPR avec ces organismes, on peut aussi, alors peut-être plus indirectement, travailler aussi sur la formation continue. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Anitra, ou pas. En fait, quand on a posé la question, donc on était 20 hein, de la RDI à discuter du sujet. Oui. Il y a eu, par exemple, des formations liées au changement climatique hein, sur Renaissance qui a été fait par RMT à Force Oui. et qui a donné forme à des modules de formation sur l'adaptation au changement climatique. Et peut-être la moitié du personnel de l'ONF l'ont suivi et ça a beaucoup été apprécié. Et les gens les répètent dans leur quotidien. Après, je maîtrise pas hein, le niveau de moyens, mais faire des formations en ligne comme ça, est-ce que c'est envisageable tout de même? C'est pas des formations physiques, mais des gens enregistrés qui disent des choses sur les résultats de la recherche.
peut avoir des impacts, mais pas uniquement sur le banc des universités. Il y a des moyens modernes, je pense, pas trop chers, encore envisageables à ce stade-là. Oui. Ok, alors ouais, je vois mieux. Alors, ben, pour les formations sur... alors, c'est vrai que ce que fait le RMT en matière de formation sur ces outils d'aide à la décision comme Climessence, et je pense qu'ils en ont fait aussi sur Bioclimsol et d'autres outils. Bon, ça, c'est des choses que le RMT va continuer à faire. Et quelque part, je pense que enfin, disons, le goulet d'étranglement dans ces formations, c'est le personnel et le temps dont dispose le RMT à force. Alors, je ne sais pas si le PEPR en tant que tel, parce que c'est quand même des formations très spécifiques, pourra permettre de dénouer ce goulot d'étranglement. Mais par contre, ce que tu dis sur le fait que il y a quelque part, ce qui est important, c'est aussi de transférer les résultats de la recherche vers des choses plus opérationnelles. Donc ça oui, il faudrait... alors c'est peut-être ce qu'on a mis dans le hub en termes de communication vers un public plus large, peut-être que ça rentre là. Mais c'est pas forcément... enfin, je pense que Climessence, c'est 10 années de développement, par exemple, je pense. Hein, donc entre le moment où ils ont commencé à développer cet outil et puis les formations qui ont été faites finalement il n'y a pas très longtemps, bah, il y a 10 années de travail. Donc, est-ce que tout ce cheminement-là, on pourra le faire dans le cadre du PEPR? C'est pas évident, mais je suis d'accord, il faudra essayer de tendre vers ça quand même. Alors, peut-être qu'on va en venir parce que ouais, il nous reste plus beaucoup de temps là. Peut-être qu'on va en venir à l'ensemble des questions qui avaient concerné les Living Labs. Donc, il y avait Jean-Marc qui demandait en particulier, voilà, si on considère qu'un Living Lab, c'est un réseau d'acteurs sur un territoire donné, qu'en est-il pour la Guyane? Il y avait également la question de Philippe sur est-ce qu'on envisageait de soutenir la création de nouveaux Living Labs et qu'est-ce que le projet ciblé attendait des Living Labs. Alors peut-être qu'on peut commencer avec la question de Jean-Marc. Alors Marie qui est toujours là. Alors, moi ce que je peux dire déjà des discussions qu'on a eues sur les Living Labs. Alors moi ce que j'avais retenu c'était une définition un peu différente, mais alors, on a eu à nouveau ces discussions lors du webinaire de la semaine précédente, hein, avec cette vision Living Lab plutôt infrastructure et puis cette vision Living Lab plutôt méthode de travail. Donc moi, si j'ai bien compris, enfin Marie pourra me corriger, mais la définition est plutôt, enfin côté AgroParisTech est plutôt comme une méthode de travail, donc ce qui permet en fait après de décliner cette méthode en différents endroits. Alors par contre sur la Guyane, je pense que alors encore une fois enfin, pour le moment dans le hub, on n'a pas identifié d'endroits particuliers où mettre en œuvre des Living Labs. Ce qui est important par contre, et ça on en a longuement discuté la semaine dernière aussi, c'est le fait que le PEPR reste un programme de recherche, donc n'a pas vocation à être porteur de Living Lab dans le sens où, enfin, dans le sens d'accompagner des acteurs qui ne sont pas des acteurs enfin, accompagner si, mais pas être, disons, le porteur d'action qui devrait être porté en fait par des acteurs qui ne sont pas des acteurs de la recherche. Donc l'idée, ce serait plutôt d'accompagner des Living Labs qui sont déjà portés par des acteurs hors domaine de la recherche, avec des actions de la recherche. Bon, ça ne règle pas la question de savoir où est-ce qu'on intervient. Et je pense que
je pense que tout reste ouvert à ce stade, hein, donc faire des choses. Alors, il y a l'ambition de travailler aussi bien en tempéré qu'au tropical, donc la Guyane, faire quelque chose en Guyane, c'est évidemment le bienvenu. Il y a eu des manifestations d'intérêt d'autres collègues pour faire des choses. Alors, d'autres collègues du CIRAD, d'ailleurs. Il y a eu Marie-Gabrielle Piketty, avec qui on avait un petit peu interagi, Marie-Ange Ngobiang aussi, alors peut-être des choses plus côté Brésil, il me semble, à vérifier, hein. Mais voilà, je pense qu'à ce stade, tout reste ouvert et évidemment, je pense que ce serait assez important de faire quelque chose en Guyane en particulier. Je ne sais pas, Marie, si tu souhaites ajouter quelque chose sur la question de Jean-Marc en particulier. Bah, sur cette question, on en avait parlé un petit peu entre nous. Moi, je vois pas de frein, si ce n'est, on va dire, purement organisationnel et enfin, pour aller faire des choses en Guyane. Mais si les équipes, elles y sont déjà, la manière, enfin, je redis ce que tu as très bien dit, Nicolas, c'est que pour nous, une approche Living Lab, ça reste une approche, ça reste des outils, des méthodes, notamment d'animation d'un groupe pour, à l'issue de cette animation, on l'espère, pouvoir produire des innovations, des choses nouvelles, ce genre de choses. Bon, à partir du moment où c'est pas un endroit en particulier, il n'y a pas de raison que ces approches, ces méthodes et ces outils ne puissent pas être accaparés par des acteurs de la Guyane. Et d'ailleurs, ils font peut-être déjà des choses. Je suis pas, c'est loin d'être ma spécialité, ces approches Living Lab. C'est surtout mon collègue Maxence Arnoux dont la thèse portait sur ces approches autour des questions forestières. Mais il y a peut-être déjà des choses qui se font en Guyane et ce serait super intéressant de pouvoir justement aller repérer ce qui se fait en Guyane et potentiellement dans d'autres territoires en forêt, enfin, hors métropole, hein. Mais oui, l'idée, et donc je reprends aussi une de tes réponses, Nicolas, c'est de dire qu'au départ, on va quand même commencer par faire une espèce de cartographie de ce qui existe déjà, que ce soit autour d'un territoire avec une localisation géographique un peu plus marquée ou autour d'équipes qui mobilisent ce genre d'outils. Et nous, la manière dont on voit les choses, en tout cas, c'est la proposition qu'on fait dans le PEPR qui est en discussion, hein. On n'a pas arrêté ces éléments complètement, mais c'est plutôt de se dire comment on peut faire pour fédérer ces initiatives, faire en sorte d'abord qu'on apprenne ce qu'elles produisent, et puis aussi que chacun fasse pas dans son coin en bricolant des choses. Enfin, il y a peut-être des expériences, des retours d'expérience qui pourraient être utiles à d'autres projets. Et nous, on le voyait plutôt comme ça, en fait. Donc, donc pour moi, la Guyane, évidemment, il n'y a pas de... La seule chose pour laquelle il faudra être attentif, pardon, sur des territoires comme la Guyane, c'est l'aspect culturel, qui est moins un point d'intention en France métropolitaine. Mais là, à ce moment-là, il faut prendre des gens qui soient qualifiés pour bien faire les choses en intégrant ce paramètre-là. Ok, merci Marie. Alors, Philippe souhaite intervenir. Vous n'avez pas votre micro, Philippe. Ouais, on ne vous entend pas. Ça y est, là vous devez m'entendre. Oui. Oui, je voulais réagir à ce que vous veniez de dire. Moi, il me semble que si on compare par exemple le socio-écosystème forestier guyanais ou les socio-écosystèmes forestiers guyanais avec au hasard un de ceux que je représente comme celui des forêts de montagne du Grand Briançonnais, je pense que les innovations qui vont pouvoir sortir de n'importe quel projet dédié à l'élaboration, par exemple, de solutions d'adaptation, seront forcément extrêmement différentes à tous les points de vue. Et il me semble donc que l'échelle territoriale est inévitable quand on parle de socio-écosystèmes. Les forêts sont différentes, les organismes des forêts, les fonctionnements, les mécanismes d'adaptation, les mécanismes naturels d'adaptation
et la façon dont ils peuvent être utilisés par les humains pour rendre ces forêts plus résilientes vont être extrêmement différents d'un territoire à l'autre. Et les acteurs locaux, les bénéficiaires des services écosystémiques sont également des personnes parfois très différentes. On l'a entendu un petit peu tout à l'heure et qui ont des points de vue et des intérêts extrêmement différents. Donc, travailler uniquement à l'échelle globale sur des outils qui vont permettre d'être appliqués partout de la même façon, ça j'y crois pas du tout, honnêtement. Moi, je pense que justement, c'est l'échelle territoriale, l'échelle pertinente pour réussir à mettre en place et à développer des innovations efficaces et qui vont vraiment se traduire par quelque chose de concret sur le terrain. Donc, bon, après, il y a des choix stratégiques qui sont faits par le PEPR. Donc, le PEPR peut choisir de ne pas soutenir effectivement des living labs ancrés dans des territoires et de travailler plutôt à une échelle plus large. Mais voilà, donc ma question c'est celle-là. Parce que le soutien du PEPR à un projet de living lab, ça peut être déterminant pour rassembler les acteurs locaux et pour leur montrer que le projet a une certaine valeur et voilà, ça peut les décider, les motiver à franchir le pas et à aller vers le consortium, je ne sais pas, la forme juridique qui leur permettra de développer les actions complètes sur le territoire. Alors, enfin, tout à l'heure, quand on parlait de méthode de travail, je pense que c'est la méthode qui est, disons que c'est une méthode qui existe. Après, elle est déclinée, elle reste déclinée à l'échelle du territoire, je pense. Hein. Donc, Ouais, si je peux me permettre, c'est qu'on ne s'est pas compris, Philippe, parce que je suis absolument d'accord avec vous sur toute la ligne. C'est-à-dire que pour nous, c'est véritablement autour d'un petit groupe d'acteurs et plutôt autour d'un territoire que va se mettre en place ces outils qui, pour moi, sont des outils qu'on peut déplacer, en fait. L'outil, l'animation, elle est déplaçable. Mais de toute manière, ce qui va être produit ne peut l'être que compte tenu du territoire et compte tenu des acteurs qui contribuent à cette démarche. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, on est complètement d'accord. Et moi, mon impression... ce qu'on avait envie de mettre dans le PEPR n'était pas tant on fédère un réseau, mais c'était l'histoire du retour d'expérience qui peut servir justement à aller convaincre d'autres acteurs, d'autres territoires en disant, ben voilà, on avait ce territoire-là avec ces spécificités-là au départ, ces acteurs autour de la table, ça peut être assez proche de ce que vous connaissez, voilà ce qu'on a pu mettre en place, voilà comment on l'a produit, voilà ce que ça donne à la sortie. Donc ça peut être aussi ce genre d'outil qui peut être mis en avant. Mais en tout cas, oui, moi je vois pas, enfin, il faut pas. Si vous avez cru que ce qu'on portait dans le PEPR, en tout cas à ce stade, encore une fois, de notre réflexion, qui n'est pas du tout arrêtée, c'était l'idée qu'on allait faire une méta-analyse de ce que se produit les approches Living Lab. Ce n'est pas du tout le cas, quoi, hein. L'idée, c'est plutôt d'aller voir comment ça se passe dans les territoires, d'accompagner des territoires. Enfin, moi, je vous l'ai dit, ma première qualification, ça reste quand même l'anthropologie sociale. Donc, je suis très attachée à cet aspect communauté et aux spécificités du contexte, historique notamment, hein, pour revenir aux discussions qu'on a eues au début, mais qui donne ce qu'est la situation qu'on observe aujourd'hui, les rapports de force, les coalitions entre les acteurs et ce genre de choses. Hein. Donc là, il y a vraiment, je suis tout à fait sur votre ligne, je pense. D'accord, ok. Jean-Marc. Oui, je voulais poser, alors ça m'amène à poser une autre question parce que moi finalement je ne suis pas en Guyane, donc moi je suis là un peu le porte-voix de collègues qui eux sont plutôt, ont des liens plutôt proches avec la Guyane. Je voulais savoir si côté guyanais, vous aviez déjà des acteurs guyanais qui étaient présents et qui avaient participé à cette première réunion du Forest Hub. Est-ce que ça vaut le coup de les alerter, quoi, de leur dire attendez, il y a une troisième réunion, voilà, il faut. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que voilà, c'était parce que j'ai des collègues cyradiens qui sont en lien avec tout un tas
d'acteurs du monde forestier. Effectivement, l'aspect culturel aussi en Guyane est très marqué. Les Hmongs ont tendance voilà, les usages, on va dire, agronomiques ou sylvicoles en fonction des cultures sont très distincts. Et voilà, donc, mais voilà. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les Guyanais sont déjà présents? Est-ce que ça vaut le coup de les solliciter, de leur dire qu'il y a ce PEPR qui est en train de se monter et que voilà, ils ont tout intérêt à participer à ces temps, à ces webinaires, etc., à ces temps de travail. Oui, oui. Alors, la Guyane a été évoquée, mais ce n'était pas par des collègues qui étaient présents en Guyane, on les a pas vus encore dans les réunions. Mais ouais, mais donc c'est tout le temps. Enfin voilà, c'est ça qui est dommage à chaque fois, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, tu vois, par rapport à ce qui a été dit avant, c'est que si on parle de territoire, il faut aussi parler d'acteurs locaux, quoi. Enfin, il faut qu'ils soient présents, quoi. Oui, donc, oui. Mais en tout cas, si tu peux relayer auprès d'eux. Je sais pas, je vais m'y employer, ouais. Ok. Ouais. Oui, je pense qu'effectivement, c'est pas remonté jusque-là. Hein. Même si Maya Leroy est quand même très en lien avec cette communauté guyanaise, je pense que c'est peut-être pas remonté à ce point-là. Ok, merci Jean-Marc. Philippe? Oui, alors donc très concrètement, est-ce qu'il est possible de soumettre des projets de nouveaux Living Lab au PEPR? Est-ce que le PEPR considère la possibilité de soutenir financièrement, hein, pour parler très concrètement, d'éventuels projets de nouveaux Living Lab? Ok. Alors, on va répondre à cette question, mais peut-être déjà avant, je voulais, parce que j'avais tout à l'heure la question de Marie-Claire, j'avais laissé un peu de côté. Donc, c'est peut-être aussi le moment parce que quand Marie-Claire nous a présenté l'observatoire dans lequel elle travaille, moi, finalement, le lien que je voyais un petit peu, enfin, la possibilité d'un lien que je voyais avec le PEPR, c'était peut-être à travers un Living Lab. Je ne sais pas si vous partagez peut-être cette vision ou pas. Donc voilà, c'était quelque part pour répondre très brièvement à Marie-Claire. Et pour revenir sur la question de Philippe, alors du coup, ça va me permettre aussi d'aborder un peu les prochaines étapes et la façon de travailler. Alors, la question, peut-on soumettre un projet de Living Lab au hub? Alors, dans ce que le hub et le PEPR, d'une manière générale, va financer, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si ça reste un programme de recherche. Donc, on pourra, disons, accompagner des Living Labs, on pourra accompagner des équipes de recherche dans des Living Labs. Par contre, financer, je ne sais pas moi, un autre porteur d'enjeu qui n'est pas un acteur de la recherche et qui serait porteur d'un Living Lab, ça, a priori, non, ça sera pas possible. Ce qu'on a plutôt envisagé dans un premier temps, c'est déjà de soutenir, d'avoir une personne qui puisse être là à plein temps pour coordonner un petit peu ces travaux autour des Living Labs. Et ensuite, oui, éventuellement d'accompagner des équipes de recherche qui seraient dans des Living Labs. Ça serait éligible. Oui. Peut-être pour enchaîner sur les prochaines, parce que là, on arrive à 16h déjà. Pour enchaîner sur les prochaines étapes et la façon dont on va travailler. Donc là, en fait, aujourd'hui, quelque part, on clôt un cycle de webinaires qui était ouvert à tous, qui restait encore un peu de discussions. Hein. On a eu des discussions très intéressantes aujourd'hui pour la suite, mais aussi d'informations. Les prochaines réunions qui sont ouvertes à tous, en fait, vont être plus sous la forme d'ateliers de travail. Et on va essayer de thématiser un petit peu ces ateliers de travail. Et donc, le prochain qui sera que je ne me trompe pas, le 6 juin, sera dédié au Living Lab. Donc, on va essayer sous une forme d'atelier de travail, d'aller un peu plus loin dans la construction de ce work package sur les Living Labs.
Et ensuite, le suivant, je pense ce sera thématisé sur la question de la prospective et ainsi de suite. On souhaite également, de façon intercalaire à ces ateliers de travail, pouvoir avancer dans des réunions en petits groupes. Donc là, si vous êtes intéressé, et encore une fois, le groupe qui est présent aujourd'hui, en fait, on a eu d'autres webinaires, on a d'autres personnes qui sont impliquées dans le processus. Donc, si vous souhaitez être impliqué dans la construction de ce projet ciblé du Forest Hub, envoyez-moi un email, et puis on fera en sorte que vous soyez impliqué dans les discussions qui auront lieu en petits groupes. Donc, en parallèle de ces ateliers, de ces discussions, il va y avoir le document de projet à construire, et ce qui veut dire également le budget à construire. Donc, je pense qu'assez rapidement aussi, il va falloir avoir en tête de chiffrer aussi les actions qu'on pourra proposer dans la construction du projet. Bon, sachant, je crois que je l'avais mis sur la diapo, hein, il y avait un chiffrage qui avait été fait au départ de 5,5 millions d'euros pour ce projet ciblé. C'était avant, en fait, avant que le premier projet ciblé soit démembré. Donc, en fait, potentiellement, ça serait plus que cette somme-là. Mais sachant que cette somme-là, en fait, c'était une sorte de gros découpage à la louche, hein. Donc, il faut aussi qu'on commence ce travail maintenant d'évaluer un peu plus précisément les besoins dont on aura besoin pour mettre en œuvre ce projet. Alors, dans le chat, oui, la présentation celle d'aujourd'hui sera mise en ligne. Donc, il y a un site web déjà qui a été créé par INRAE pour le PEPR Forest, dans lequel vous retrouverez les présentations. Voilà, je ne sais pas si... Alors, Corinne? On ne vous entend pas. Je ne sais pas si le micro n'est pas ouvert. Moi, ça y est, j'ai ouvert, vous m'entendez? Oui. Je veux dire que, est-ce que vous nous enverrez de l'information, là, au fur et à mesure, ou comment faire concrètement? Parce que moi aussi, le 6 juin, je ne serai pas disponible. Oui. Je suis en colloque ailleurs. Et de même que les réunions en petits groupes, comment concrètement vous allez faire? Vous nous avertissez? Comment? On va sur un site, sur le site, je ne sais pas. Alors, si vous me confirmez que vous êtes intéressé, ou sinon envoyez-moi un email, je vous mettrai dans la boucle, hein, au moment où on aura les réunions. D'accord. Et par exemple, pour le 6 juin, on pourra avoir aussi, quand on ne pourra pas y assister, on pourra avoir une sorte de compte rendu, enfin très très rapide. Oui. Ce qui s'est dit, voilà. Alors aussi, on a aussi un document partagé sur lequel on interagit, donc ça peut être aussi... je pourrais vous envoyer le lien vers ce document. C'est un Google Doc, hein, tout simplement, où voilà, il y a une trace un peu écrite de ce qu'on dit, et puis en même temps, on essaye au fur et à mesure de développer un petit peu le document de projet. Oui. Donc ça aussi, c'est une façon qu'on peut envisager pour continuer à partager l'information. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est de savoir que vous êtes intéressé à... Oui, moi je suis intéressée au projet. Oui. Et puis après, bon, voilà, on a encore un peu de temps d'ici septembre, octobre. Peut-être qu'à un moment, enfin certainement d'ailleurs, au cours des discussions, on se rendra compte qu'il y a un besoin d'impliquer d'autres collègues. Et puis ça se construira comme ça, quoi. Oui, très bien. Je n'ai pas besoin de vous envoyer un mail, quoi. Non, c'est bon, je l'ai noté. C'est déjà ça en moi. Merci. Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Je pense que vous avez reçu de Christophe ou des autres directeurs, je pense, les dates pour les prochains ateliers. Et puis sinon, envoyez-moi un email ou faites-moi signe pour dire que vous êtes intéressé. Voilà, je vous remercie et bonne fin de journée. Merci. Merci au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.